Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, 85 manifestants anti-putsch tués et plus d'1 millier de personnes arrêtées depuis le coup d'État d'octobre 2021 au Soudan. Malgré la répression sanglante, des milliers de personnes continuent toujours de descendre dans les rues pour réclamer le retour à un régime civil. Environ 3000 personnes meurent chaque jour en Afrique des suites d'une maladie liée à l'eau. En cause, un accès limité à l'eau potable en raison du manque d'infrastructures et à la sécheresse qui touche plusieurs régions du continent. Et puis, la société de biotechnologie américaine Moderna signe un accord qui prévoit la construction d'une usine de production de vaccins contre la Covid-19 au Kenya. Usine qui aura une capacité de production de 500 millions de doses de vaccins par an. Mais tout d'abord, le président sénégalais Macky Sall a eu un entretien téléphonique ce mercredi 9 mars avec son homologue russe Vladimir Poutine. Macky Sall, également président en exercice de l'Union africaine, a notamment plaidé pour un cessez-le-feu durable en Ukraine. Il a également salué l'écoute et la volonté du président russe à maintenir le dialogue pour une issue négociée du conflit qui oppose la Russie et à l'Ukraine. Plus de 80 soldats radiés de l'armée nationale en Centrafrique. Désertion en temps de paix et de crise, absence chronique, atteinte à la sûreté de l'État, abandon de poste à l'état-major de l'armée et confiscation illicite d'armes de service sont entre autres ce qui leur est reproché. Ces radiations interviennent au moment où la population ne cesse de dénoncer les exactions de la part de forces armées centrafricaines et de la part de leurs alliés russes. En effet, sur les plus de 80 soldats radiés des FACA, 7 l'ont été pour avoir racketté la population. Un peu plus de 4 mois après le coup d'État intervenu au Soudan, plus de 1000 personnes ont été arrêtées et 85 autres ont été tuées. Des chiffres divulgués le 7 mars par Michelle Bachelet, la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, qui a par ailleurs dénoncé l'usage répété d'une force excessive par les forces de sécurité. Kamesh Katapoulé. Kit de premiers secours et médicaments en main, Abir Derar est prête à affronter la colère de la rue. À chaque manifestation contre le régime militaire au Soudan, ce médecin vient en aide aux protestataires. Car ces mobilisations ne sont pas sans risque. Les forces de l'ordre font usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Certaines sources évoquent également des tirs à balles réelles. En tant que médecin, j'apporte des soins aux manifestants blessés, mais dans des conditions très difficiles, mais cela ne m'empêche pas de les aider. Depuis le coup de force orchestré par les militaires le 25 octobre 2021, les Soudanais investissent régulièrement les rues de la capitale Khartoum pour exiger le retour à un gouvernement civil. Mais ces manifestations sont synonymes de répression et d'arrestation arbitraire. D'après des chiffres divulgués par Michelle Bachelet, la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, au moins 85 personnes ont été tuées depuis le coup d'État. Au 3 mars, des sources médicales crédibles rapportent que 85 personnes, dont une femme et 11 enfants, ont été tuées en raison d'un recours disproportionné à la force par les forces de sécurité lors de manifestations. Ce qui est extrêmement préoccupant, c'est que depuis le coup d'État, les forces de sécurité soudanaises, y compris le service général de renseignement, se sont vues accorder des pouvoirs d'application de la loi et une immunité temporaire contre les poursuites. Pour tenter d'apaiser les tensions, les autorités soudanaises avaient libéré une centaine de manifestants. Une libération qui coïncidait avec la visite de Adama Dieng, l'expert de l'ONU sur les droits de l'homme au Soudan. Selon une récente étude publiée par l'Organisation météorologique mondiale, actuellement 40% des personnes dans le monde sans accès à un approvisionnement fiable en eau potable vivent en Afrique subsaharienne. Face à cette situation, l'Union africaine entend combler le déficit d'investissement dans le secteur de l'eau sur le continent. L'organisation a récemment adopté le programme progressiste d'investissement pour l'eau en Afrique qui prévoit notamment de mobiliser 30 milliards de dollars pour financer des projets hydrauliques à travers le continent au cours des 10 prochaines années. Robert Tobokbi. Le continent fait face à de nombreux défis à relever en matière d'eau et d'assainissement. L'Union africaine, dans sa stratégie 2025 dédiée à cette problématique, s'active à mettre en œuvre ce projet.
Les États membres sont appelés à considérer la question de la sécheresse et du stress hydrique comme étant très urgente du fait de leur caractère à susciter conflits, immigration entre autres. Water is really a key issue that we have to address. We've been cooperating with L'eau est vraiment un problème critique auquel nous devons nous attaquer. Nous avons coopéré avec le conseiller ministériel pour l'eau afin de faire le plaidoyer dans la mise en œuvre de notre engagement Sharm el-Sheikh de 2008 sur l'eau et l'assainissement au niveau de la communauté régionale et également avec les États membres au niveau national. Nous essayons aussi d'améliorer et de renforcer le réseau africain des organismes de bassin. Les réalisations dans le domaine hydraulique restent peu satisfaisantes. Au menu d'une première conférence sur les problématiques liées à l'eau au cours de ce mois de mars 2022, le plaidoyer à l'endroit des chefs d'État en vue d'obtenir des engagements politiques sur la résolution du problème de l'eau. Ce sont des problèmes qui nécessitent une collaboration pour apporter des solutions. Nous avons de bonnes solutions parce que nous avons de grands fleuves comme le fleuve Congo. Il a la capacité de pomper l'eau dans toutes ces zones à travers des oléoducs, par exemple vers la Namibie, afin qu'elle puisse avoir accès à l'eau. Même le lac Tchad, nous devons y repomper de l'eau afin que tous les pays environnants qui tirent leurs substances du lac puissent avoir accès aux ressources en eau. Nous y travaillons, mais cela demande aussi la volonté politique de nos dirigeants. Le rétrécissement du lac Tchad s'accentue au fil des mois, une conséquence du réchauffement climatique avec une incidence pour les riverains ajoutée aux nouvelles populations qui y ont débarqué du fait des troubles. Dans la région Afrique australe, la sécheresse et le stress hydrique sont de plus en plus critiques. Autre challenge auquel doit faire face l'Afrique, la gestion de la pandémie de Covid-19. Au vu de la disparité dans l'accès aux vaccins contre la Covid-19, la société Moderna a décidé de construire au Kenya une usine de production de vaccins. Évaluée à 500 millions de dollars, cette infrastructure vient s'ajouter aux autres initiatives africaines dans la fabrication locale de vaccins. Joël Ballot. Implacable, la pandémie de coronavirus est déjà à l'origine de plus de 250 000 décès en Afrique. Au vu de l'accès inéquitable des vaccins, la société Moderna annonce l'investissement de 500 millions de dollars au Kenya pour la construction d'une usine de vaccins. Cette usine va accélérer la production des vaccins à ARN messager pour l'ensemble du continent africain qui manque encore largement de doses pour lutter contre la Covid-19. L'investissement de Moderna au Kenya aidera à avancer vers un accès mondial équitable aux vaccins et est emblématique des développements structurels qui permettront à l'Afrique de devenir un moteur de la croissance soutenable mondiale. À ce jour, seulement 12,7% de la population africaine est complètement vaccinée contre la Covid-19. Aussi, pour la société Moderna, la mise en place de cette usine viendra accélérer la distribution des vaccins en Afrique dès 2023. Elle va réduire considérablement la dépendance africaine vers l'extérieur pour atteindre un niveau d'immunité important de 70%, objectif du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Nous sommes très heureux de savoir que l'Égypte produit actuellement environ 3,5 millions de doses de vaccins. Le roi du Maroc a également lancé une grande unité de fabrication de vaccins qui ne produira pas que des vaccins Covid-19, mais aussi d'autres vaccins. Le Sénégal s'est aussi engagé dans le processus de fabrication non seulement de vaccins Covid-19, mais aussi d'autres vaccins et de nombreux autres pays comme l'Afrique du Sud produisent déjà le vaccin Johnson & Johnson. La pandémie a mis en lumière l'immense dépendance de l'Afrique aux vaccins importés, ce qui justifie que seuls 1% des vaccins utilisés en Afrique sont produits sur le continent. Aujourd'hui, grâce à ces différentes initiatives, l'Afrique est sur la bonne voie de l'autosuffisance. Plongeons à présent dans l'ambiance de la 12e édition du Massa, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Le Massa qui se tient jusqu'au 12 mars est un programme de développement culturel des arts du spectacle africain. Notre correspondant Ange Nomenio est allé à la rencontre d'une exposante. Chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue dans cette rubrique consacrée au Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan. Je suis avec la festivalière du jour, Rokia Ouattara.
de la société Quinca Création. Voilà, alors Rokia, peux-tu nous présenter donc les produits que tu exposes à ce marché? Okay. On a des sacs à main faits en simili-cuir et du pagne. Un sac à main fait en tulle avec un dessin. On a aussi des verres, des vêtements, des tissus et du bronze en bague et en tout. Alors dis-nous, les sacs, comment est-ce que c'est fait en quoi? Vous avez utilisé du pagne pour on va dire, embellir, oui. Pour donner un attrait, au sac. Oui. On travaille avec du cuir, du vrai cuir, du simili-cuir. On lui dit peut-être à base de simili-cuir avec un peu de pagne. Et déjà, ça tape à l'œil parce que ce sont des couleurs vives du pagne qu'on utilise. D'accord. Voilà. Et les clientes sont-elles fascinées par vos produits? Oui. On a plusieurs clients qui sont fascinés, qui sont satisfaits de nos produits. Et vraiment, elles adorent. Voilà. D'accord. Et quelles sont vos attentes pour ce marché, le marché des arts du spectacle d'Abidjan? Quelles sont vos attentes? Bon, vraiment, on est déjà satisfait. Ah, vous êtes déjà satisfait? Satisfait du marché du Massa. On attend encore l'année prochaine pour venir avec beaucoup d'autres produits. D'accord. Voilà. Le Massa, c'est pas que vendre. C'est aussi de se faire des contacts. Alors, vraiment, il n'y a rien à dire. Vous êtes comblé? Comblé. Super, super. Merci, merci Rokia. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi donc cette rubrique consacrée au Festival du jour. Développement du football féminin au Bénin. Si en août 2021, le gouvernement béninois a débloqué 1,2 milliard de francs CFA pour la construction d'une école de formation de football féminin à Lokossa, les footballeuses béninoises réclament plus d'initiatives dans le genre. José Douglas. Elles représentent leur pays selon les moyens dont elles disposent. Le football féminin n'est pas mis au devant de la scène. Le travail se poursuit. Les écureuils dames en jaune rêvent de devenir des vedettes et briller dans le monde comme les Aziza Ochoala ou encore Martha ou Marie-Antoinette Katoto. À Saint-Denis, en région parisienne, Aude Djedjissi, âgée seulement de 23 ans, attaquante, est en train de tenter une grande carrière. J'ai commencé le football depuis tout petite et je jouais à peu près avec mes grands frères. Quand j'étais petite, je suivais mes grands frères partout où ils allaient jouer. Et en 2012, il y a un coach qui est venu me regarder dans notre village. Il me dit, mais ce que tu as, si on te suit de près, tu peux devenir une grande footballeuse. J'ai dit, ok. Mes parents, ils n'étaient pas trop d'accord dès le début parce que pour eux, une fille ne doit pas jouer au football et tout. Mais après, quand ils ont vu que j'ai commencé à évoluer, ils ont compris finalement. Pour l'heure, elles sont 3 filles béninoises évoluent en Europe. Il s'agit de Noël Abamon qui porte les couleurs de Tarascon, de Noël Amouzoun à l'ES Paris 16e et Aude Djedjissi. Le football féminin est-il si loin des préoccupations des décideurs béninois? Les filles s'intéressent maintenant au foot au Bénin parce qu'avant, il n'y avait pas trop d'encouragement et tout. Mais maintenant, les filles, elles sont préoccupées par le football. Malgré qu'on n'est pas d'abord au haut niveau sur le continent africain. À noter que le championnat de D1 féminine au Bénin a démarré en décembre 2021 avec 18 clubs et des équipes en poule A. Par exemple, nous retrouvons Espoir FC de Cotonou, champion de titre, Elite AC de Parakou, Léopard FC d'Abomey, Phoenix FC de Boikron, Ouangou FC de Natsi-Tingou ou AS Lyon de Banté, Vigueur FC de Lokossa, AS Galaxy de Parakou, AS Gamia de Bangberike et dans la poule B, Samneli de Miserete, Ainovi FC de Porto Novo, Dynamique FC d'Abomey, Calavi, Gazelle FC de Évier, 4 équipes de Cotonou, Tigresse FC, Blackstone, Nage FC et Flèche Noire Sporting, USMA de Djefa. Le Bénin a signé un partenariat avec la FIFA qui a permis de créer un tournoi scolaire en région. Et pour le compte des éliminatoires de la CAN féminine au Maroc, le Bénin a été éliminé au premier tour par le Burkina Faso, 2-1 à l'aller, 3-1 au retour. C'était en octobre 2021. L'espoir est permis pour sortir le football féminin béninois de sa léthargie. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.